Joseph Messina, sur 80 pages, sans aucune rature, il a minutieusement raconté le meurtre de Magali et de Thierry. En cavale, il a envoyé aux journaux et au procureur sa confession, si on peut appeler ça ainsi. Messina ne regrette rien, bien au contraire. S'il a froidement abattu Magali, la mère de sa petite fille, c'est qu'elle l'a bien cherché. Elle avait eu le culot de le quitter pour Thierry. Magali a pressenti le drame. Elle a alerté la police, la gendarmerie, la justice. Elle est partie se cacher, loin de lui. Il l'a retrouvée. Il est 2 h du matin, ce dimanche 12 septembre 93, quand la gendarmerie de Brignoles dans le Var reçoit un appel urgent. Nous avons un monsieur qui nous appelle pour dire qu'il a été séquestré. On a senti la détresse de monsieur dès l'appel, donc tout de suite une patrouille a été dépêchée sur place. Les gendarmes foncent au Val, un petit village à quelques kilomètres de Brignoles. L'homme qui leur ouvre la porte est en état de choc. Il les emmène dans une chambre. Par terre et sur le lit, il y a du ruban adhésif. Il avait du mal à s'exprimer parce qu'il avait été menacé avec une arme de poing. Il y avait aussi une petite fillette de 10 ans qui était à ses côtés, qui pleurait et qui vraiment n'était pas bien, quoi. Donc on avait même du mal à pouvoir comprendre comment s'étaient passées les choses et ce qui s'était réellement passé. Totalement paniqué, l'homme explique qu'il est resté ligoté avec la petite sur son lit pendant 2 heures. Ce n'est pas sa fille, c'est celle de sa nièce. Il les héberge toutes les deux depuis quelques semaines. Et c'est pour sa nièce, justement, qu'il est très inquiet. Parce qu'elle a été emmenée par l'homme qui les a agressés. Cet homme, il l'a reconnu, c'est le père de la petite, l'ex de sa nièce. Il avait une arme et il était menaçant. La petite Victoria confirme que sa maman n'avait pas du tout envie de suivre son papa. N'arrête pas de dire mon papa était méchant avec maman, il menaçait maman, il voulait tuer maman. Le papa de la petite s'appelle Joseph Messina, sa maman Magali Ferrand. Du haut de ses 10 ans, Victoria rapporte aux gendarmes un autre détail qui l'inquiète beaucoup. Dans une main, Joseph Messina tenait son arme et dans l'autre, un trousseau de clés, mais pas le sien. Elle a vu les clés de la voiture de Thierry, le compagnon de sa maman. Thierry, c'est le nouvel amour de Magali. Il vit à Chambéry, toute la famille l'attendait dans le Var depuis la veille au soir. Il devait retrouver Magali chez son oncle pour le week-end. Il devait prendre la route vendredi, les retrouver dans la soirée. Et le samedi matin, elle n'avait toujours pas de nouvelles. Colonel Alain Sévilla, à l'époque, vous êtes le commandant de la compagnie de gendarmerie de Brignoles. L'oncle vient de vous donner un nom, Joseph Messina. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Immédiatement, notre première réaction, naturellement, c'est de faire l'environnement de cette personne, donc d'interroger nos fichiers et de contacter naturellement nos homologues de Chambéry, parce qu'on sait que Messina est de Chambéry, pour faire l'environnement le plus rapide de la personne. Donc que vous disent les gendarmes de Chambéry? On apprend effectivement que Messina est connu, qu'il a déjà fait, qu'il sort récemment de prison et qu'il est relativement dangereux. Il est bien évident que là, nous sommes déjà très inquiets et c'est pour cela qu'on déclenche immédiatement un plan de recherche sur le plan national, mais aussi sur le plan international, puisqu'il y a l'hypothèse quand même que Messina essaie de passer les frontières, que ce soit par le train, peut-être même prendre l'avion. Donc la police aux frontières est immédiatement alertée aussi. On est en pleine nuit, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Il est 2 h du matin, nous savons que nous avons peu de retard par rapport à Joseph Messina, puisqu'on situe son départ il y a 1 heure, 1 heure et demie auparavant. Et donc nous, ça va être un peu un travail de fourmi qui va commencer. On va attendre que les gens se réveillent le matin pour faire le porte-à-porte, pour essayer d'obtenir des renseignements. On va accentuer les patrouilles dans tout le secteur de Brignoles pour voir si on n'aperçoit pas Messina quelque part dans la région. La petite fille a parlé du compagnon de Magali, Thierry Garbolino. Elle a même dit que Messina avait les clés de sa voiture. Nous sommes aussi très inquiets pour Thierry Garbolino. Et d'ailleurs, les gendarmes de Chambéry vont se rendre dans la nuit au domicile avec la famille pour bien vérifier qu'il n'est pas au domicile. Et il n'y est pas. Et il n'y est pas.
Magali s'est installée au Val 2 mois plus tôt, à la mi-juillet. Elle a appelé son oncle un matin et elle lui a demandé si elle pouvait venir chez lui. Elle lui a expliqué qu'elle voulait quitter Chambéry, où elle vit habituellement avec Victoria. Elle voulait s'éloigner de son ex-compagnon, Joseph Messina. Ça s'est fait un peu précipitamment. Je dis, bon, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, quoi. Moi, j'ai bien vu que ça allait pas, quoi. Non. Oui, j'ai compris qu'elle avait peur de lui. Moi, je dis, elle va venir pour les vacances et bon, peut-être ça va s'arranger. Messina ne connaissait pas cet oncle. Il ne l'avait jamais rencontré, apparemment. Elle était partie sans laisser d'adresse. Elle était vraiment au secret dans ce petit village. Elle était quasiment anonyme avec sa petite fille. La seule personne qui sait où est Magali, c'est Thierry, son nouvel amoureux. Il est déjà venu plusieurs fois au Val, passer quelques jours avec elle et Victoria. C'est un garçon très gentil, sympathique, jovial, très amoureux. Le samedi matin, Magali était donc très inquiète. Thierry n'a pas l'habitude de la laisser sans nouvelles. Elle est restée pendue au téléphone pendant des heures. Elle a fait le tour des amis de Thierry à Chambéry, en vain. En fin de matinée, l'oncle a dû partir travailler. Il a laissé Magali seule avec Victoria. Et vers midi, la petite était en train de déjeuner, puisqu'il semblerait que la maman n'avait pas très faim à ce moment-là. Elle voit une ombre alors qu'elle est en train de manger. Elle voit une ombre passer par le balcon. C'est Joseph Messina. Il déboule dans la pièce, une arme à la main, et se retrouve nez à nez avec sa fille. « Laisse-nous tranquille !» a crié la petite. « Laisse-nous tranquille !» Messina ignore sa fille et insulte Magali. Il l'entraîne dans la cuisine en hurlant que tout cela, elle l'a bien cherché. La petite est terrorisée quand elle nous raconte tout ce qu'elle a entendu. C'est une fillette qui est quand même bien éveillée et qui raconte très très bien avec des détails assez précis le déroulement de la journée. Victoria reste seule, juste à côté. Elle entend son père menacer sa maman et lui ordonner d'aller chercher des photos. Messina fait sortir les photos des amis de Magali, de ses anciens amoureux, de ses amis les plus proches, de son compagnon Thierry, avec les numéros de téléphone correspondant à chacune des personnes, les adresses. Victoria voit sa maman s'exécuter. Son père ne lâche pas son arme. Elle a senti la violence de son père et elle dit qu'elle a très peur pour sa maman. À un moment, Messina se lève très énervé. Il donne des coups de pied dans la table en criant « Qu'est-ce qu'il fait, l'oncle ?» Il va s'emporter, après se recalmer. Voilà. L'après-midi passe. En fin de journée, le téléphone sonne. Messina pointe son arme sur la tête de Magali, qui décroche. C'est l'oncle. Il veut savoir si Thierry est arrivé. D'une voix blanche, Magali répond « Non » et elle raccroche très vite. Messina la fait rasseoir. Il pointe toujours son arme sur elle. Quand l'oncle rentre, vers 21h, il ne se doute de rien. J'ai sonné parce que la porte était fermée en bas. Et puis, elle est venue m'ouvrir. Magali le fait entrer. Et bon, moi, j'ai commencé à monter et de suite, j'ai la salle de bain en bas. Il est sorti, puis il m'a dit monte, il m'a braqué, il m'a dit monte. J'ai compris de suite que c'était lui, quoi, en fait. Messina l'emmène dans la cuisine. Il le fait asseoir avec Magali et la petite. Et il reste là, en silence. Maladroitement, l'oncle tente de détendre l'atmosphère. Et puis, on a bu une bière. Mais bon, il était détendu, je veux dire. Hein. Bon, elle avait toujours son arme à côté de lui, bien sûr, mais je veux dire... L'oncle parle de choses et d'autres. Et puis, il fait une tentative. Au bout d'un moment, je dis, je dis, qu'est-ce que tu comptes faire, quoi? Je veux dire, il l'a mal pris et... Puis il s'est levé, il m'a dit, me prends pas pour un con. Ou... La tension remonte d'un coup. L'oncle n'ose plus rien dire, Magali non plus. Messina
continue à jouer avec son arme, en soupirant. Jusqu'au moment que... On me dit, bon, bah, maintenant on va monter. Là, j'ai eu peur. Messina les pousse dans la chambre, tous les trois. Bon, il m'a dit, tu t'allonges. Bon, bah, je me suis allongé, hein. De toute façon, j'avais pas le choix. Hein. Puis, bon, il a commencé à m'attacher, quoi, les poignets, les chevilles, je crois. Je me dis, bon, bah, ils vont me laisser là, puis ils vont partir. Mais Messina fait allonger Victoria à côté de son oncle. Il les attache ensemble en leur disant qu'il emmène Magali. Elle reviendra les délivrer plus tard et il la laisse embrasser sa fille. Elle a dit 2 mots. Maman, elle t'aime. Et ils sont partis. Au bout de 2 heures, c'est l'enfant qui a réussi à se détacher la première. Une fois que j'ai été détaché et tout, j'étais vite... Bon, j'avais plus de téléphone parce qu'il m'avait pris mon téléphone. J'ai été... Bon, à cette heure-là, bon, j'ai été chez le boulanger, bon, ceux qui travaillaient. Et j'y ai demandé, j'ai dit... Moi, ça, il faudrait que je téléphone, quoi. Puis j'ai téléphoné à la gendarmerie. C'est la course contre la montre pour retrouver Magali. Mais au petit matin, quelques heures à peine après l'enlèvement de la jeune femme, des chasseurs font avancer les recherches. Il est à peine 8 heures du matin quand 2 hommes s'engagent sur un sentier forestier du mont Granier à une quinzaine de kilomètres de Chambéry. Au détour d'un chemin, ils tombent sur le corps d'un homme. Au pied du sapin en face, là, une personne était enfin morte. On ne pouvait pas dire vraiment si elle était morte. Elle était repliée en 2, ensanglantée, quoi. Les gendarmes de Chambéry débarquent tout de suite. Le corps a les bras dans le dos, le blouson est tiré sur les épaules, comme si on avait voulu entraver la victime. À quelques mètres, les gendarmes retrouvent des douilles du gros calibre. La victime a manifestement reçu des balles dans la tête. Bon, vu la localisation des impacts de balles, pour nous, ça faisait aucun doute qu'on a eu affaire à une exécution. Aux abords du sentier, il n'y a aucune voiture. Le lieu de découverte du corps est le lieu de la scène de crime. Puisque ça paraît invraisemblable que le corps ait pu être transporté. Parce qu'on est à plus d'1 kilomètre entre la route goudronnée et le lieu où on retrouve le corps. Ils ont dû marcher à pied au moins jusqu'au lieu où il a été exécuté. Les gendarmes fouillent le blouson de la victime. Dans les vêtements, il est découvert un carnet de chèques au nom de Thierry Garbolino. Thierry Garbolino. C'est chez cet homme que les gendarmes de Chambéry ont dû se rendre dans la nuit à la demande de leurs collègues du Var. Ils doivent maintenant vérifier si c'est bien Messina qui a fait le coup, s'il connaissait Thierry. Le jeune homme avait 27 ans, c'était le fils d'un couple de traiteurs réputés de Chambéry. Mon épouse m'accompagnait pour faire les réceptions le samedi soir. Et on rentrait des Bauges. On avait une grosse réception dans les Bauges, un gros mariage. Et on a eu un coup de téléphone vers... peu de temps après, on venait de s'endormir et on était convoqué la gendarmerie de la Motte. Puis voilà, là on ne sait plus où on vivait, on ne sait plus où on était. Je me rappelle de ces paroles. On est dans le malheur, Paul, il faut viens vite, voilà. Donc avec mon épouse, on est tout de suite arrivés et là, on ne voulait pas le croire. C'était pas possible qu'il puisse arriver à telle chose à Thierry. Quand les parents de Thierry apprennent que leur fils a été assassiné dans un bois, abattu de 2 balles dans la tête, ils ne comprennent pas.
Thierry était un gamin attachant, sérieux, travailleur, près de sa famille. Et il était toujours très avenant avec tout le monde, très souriant. Il faisait le bonheur de ses parents. Thierry était ingénieur en informatique. Il venait tout juste de quitter ses parents pour s'installer dans un appartement près de Chambéry. Et depuis quelques mois, il était heureux avec sa petite amie Magali. Il nous l'avait présenté une fois. Il l'avait amené à la maison. Les parents de Thierry veulent comprendre. Ils se rendent chez leur fils. C'est moi qui suis allé avec Jackie dans l'appartement de Thierry. C'est là qu'on a découvert ce vieux fusil de chasse. Il était mis sur une armoire et il avait des cartouches sous l'oreiller. Pourquoi cette arme, ces cartouches à portée de main, jour et nuit? Jacques Garbolino se souvient que la dernière fois qu'il a vu son fils, 4 jours plus tôt, il l'avait trouvé bizarre. Il était venu manger le jeudi soir avec nous. Et il était inquiet, mais bon, on le voyait, il faisait le long des fenêtres, il tournait. De quoi Thierry avait-il peur? Pourquoi se sentait-il menacé? Les gendarmes se penchent sur son emploi du temps dans l'espoir de découvrir comment et quand il a croisé son tueur. Peut-être avait-il rendez-vous avec lui. Le vendredi 10 septembre, a priori, Thierry Garbolino a passé sa journée au travail normalement. À la pause déjeuner, Thierry est allé chez la mère de Magali. Il devait récupérer le vélo de Victoria et des affaires que la jeune femme n'avait pas eu le temps d'emporter. Il comptait partir dans le sud, directement en sortant du travail. En interrogeant ses collègues de travail, on apprend qu'il y a un collègue qui l'a vu en compagnie d'un autre homme et qui montaient tous les deux dans la voiture de Thierry Garbolino. Ça devait être aux alentours de 17h, 17h30. Les gendarmes de Chambéry lui présentent une photo de Joseph Messina. Ça fait tilt. Le collègue le reconnaît formellement. Donc on sait que le vendredi soir, après son travail, Thierry Garbolino est parti en compagnie de Joseph Messina. Joseph Messina ne savait pas où se cachait Magali et il avait besoin de connaître l'adresse. Or, le lien, c'était Thierry Garbolino, donc il fallait absolument que Thierry Garbolino parle. Colonel Alain Sévilla, Thierry Garbolino vient d'être découvert, donc mort à quelques kilomètres de Chambéry. Vous le savez immédiatement? On sait que Messina est déterminé. On craint naturellement le pire pour Magali. Donc là, je dirais, on redouble d'attention par rapport aux investigations. Vous êtes dans le Var. Thierry Garbolino a été retrouvé près de Chambéry. Que pouvez-vous faire? Là, il est 8h30 du matin. Donc on continue les recherches à proximité du village du Val. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de retrouver très rapidement, dès le petit matin, nous allons retrouver la voiture de l'oncle. Il a laissé la voiture de l'oncle et il est reparti avec la voiture de Thierry Garbolino, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ce qui maintenant nous permet d'avoir une orientation plus précise du véhicule avec lequel se déplace Joseph Messina. Il n'a fait que quelques centaines de mètres avec la voiture de l'oncle pour reprendre une autre voiture et partir avec la Ford Escort avec Magali. Joseph Messina n'a pas conduit Magali très loin. À 11h du matin, 2 promeneurs du village donnent l'alerte. Ils viennent de découvrir le corps d'une femme à l'écart de la route, à un peu plus d'1 kilomètre du village. Lorsque nous arrivons sur place, nous n'avons plus de doute. Il s'agit bien du corps de Magali Ferrand. Le corps est agenouillé, face contre terre. Et ce qui a attiré mon attention au premier abord, c'est qu'il y avait divers objets personnels de Magali Ferrand qui étaient éparpillés sur le sol. Et ça faisait comme des traces de lutte. Magali a été tuée de 2 balles dans la tête. La mort remonte à 1h du matin. Messina n'a pas attendu longtemps pour l'exécuter. On a été à la gendarmerie, naturellement, et puis bon... Ils avaient ramené le corps de ma nièce. À la gendarmerie, il a fallu que je reconnaisse le corps. Puis après, bon, la petite fait trouver une solution pour la petite. Hein. Nous devons dire à cet enfant que sa maman a été tuée, mais
Donc, je reste convaincue que la petite fille savait qu'elle ne reverrait pas sa mère vivante. L'autopsie de Magali est réalisée dès le lendemain. On s'aperçoit en fait qu'elle a eu un geste de défense, certainement au moment où elle était visée par l'arme, puisqu'il y a une balle qui rentre dans son avant-bras pour ressortir sur l'arrière du bras. Et donc ça confirme tout à fait la thèse d'un geste de défense. La balle a complètement cassé les os du bras. Magali a reçu des balles de 11,43, comme son compagnon Thierry. L'autopsie réalisée à Chambéry le confirme, les deux amoureux ont été froidement exécutés. Et le principal suspect, Joseph Messina, est toujours dans la nature. C'était une traînée de poudre dans le village. Ça s'est su aux environs de 11h midi, ça a fait le tour du village. Magali, la petite Savoyarde, comme on l'appelait ici, avait sympathisé avec quelques habitants du Val. Il l'avait aidé à inscrire sa fille à l'école, lui avait donné quelques pistes pour trouver du travail. Quand ils apprennent qu'elle a été tuée et que son assassin est en cavale, ils n'en mènent pas large. Tout le monde a eu un sentiment d'inquiétude, d'angoisse et de protection. Quelle allait être la réaction de ce tueur, qui n'allait pas chercher à se venger des gens qui pouvaient avoir aidé cette jeune femme. Colonel Sevilla, vous avez une idée des motivations de Messina, de ce qu'il avait dans la tête? Écoutez, en fin de matinée, on a déjà 2 morts, Thierry Garbolino, Magali, et là, pour nous, il y a 2 hypothèses. Soit maintenant, il va se mettre au vert, et on pense vraisemblablement en Italie. Il s'en est confié à sa fille dans la journée, c'est pour ça qu'on continue les investigations en Italie. Soit il continue, je dirais, dans sa démarche meurtrière, et là, on essaie de mettre à l'abri et de protéger le maximum de personnes dans l'environnement de Magali, que ce soit au niveau familial ou au niveau de ses relations amicales. Qu'est-ce que vous faites de la petite fille? Elle est restée avec nous plusieurs jours. Elle a été accueillie et hébergée dans les familles de gendarmes, avant même, si vous voulez, qu'elle soit placée quelque part dans la région de Brignoles pendant plusieurs mois, dans une famille d'accueil. Et la mère de Magali, parce qu'il avait prononcé, je crois, des menaces à son encontre? Tout à fait. La mère de Magali faisait partie des personnes pour lesquelles on avait pris les dispositions et qu'on avait demandé effectivement de déménager et d'éviter de donner une adresse. Joseph Messina a donc un mandat d'arrêt international contre lui. Il est maintenant recherché par toutes les polices pour 2 meurtres. Mais ce n'est pas un nouveau venu dans la criminalité. Joseph Messina est né à Chambéry en 1959. C'est le fils d'immigrés italiens, une famille d'artisans. Travailler n'intéressait guère le jeune Joseph. Il a arrêté ses études rapidement pour mieux faire la fête avec ses copains dans les boîtes de nuit de la région. Une petite bande qui a fini par attirer l'attention des policiers. Joseph Messina, dès la fin des années 80, son nom apparaît dans différents dossiers, principalement des vols à main armée. En novembre 88, 3 hommes masqués ont braqué une agence bancaire dans la banlieue de Chambéry. Leur butin, plus de 70 000 francs. Un mois plus tard, à Aix-les-Bains, rebelote. Là encore, 3 hommes, cette fois, ils ont emporté 60 000 francs. Et les braquages se sont enchaînés, pratiquement un par mois. Des banques principalement, mais aussi des supermarchés, des camions de cigarettes et même une boîte de nuit. En un an, les policiers ont compté 12 braquages en Savoie. On a supposé qu'il pouvait s'agir d'une équipe locale, une équipe dont les membres ne sont pas toujours les mêmes en fonction des braquages effectués. Ainsi, il peut y avoir sur une équipe de 6, 3 qui braquent un jour, le même le lendemain et 2 autres qui braquent avec lui le surlendemain. Les policiers appellent ça une équipe à tiroir. Ils recherchaient donc une bande de 5 ou 6 personnes et au tout début de l'année 90... Un indicateur nous a effectivement mis sur la voie de Messina et de toute une équipe de jeunes gravitant autour de lui. Messina a une telle autorité que, bon, je pense que c'était lui qui dirigeait tout, quoi, je pense. Hein. À 30 ans,
Joseph Messina s'était fait, semble-t-il, une place dans le milieu. C'était un type qui n'avait pas froid aux yeux. Le nom de Messina inspirait le respect et la crainte dans le milieu chambérien, qui avait une réputation d'être quelqu'un de violent et puis de dangereux. Sur un des hold-up en particulier, à Aix-les-Bains, ils n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes sur les transporteurs de fonds qui arrivaient à l'instant où ils étaient à l'intérieur de la banque. En juin 90, les policiers pensent avoir identifié les 5 membres du gang. Ils les arrêtent tous, sauf Messina. Les policiers le croient dans la nature. En fait, il est en prison, en Sardaigne, à Cagliari. Car Messina est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Pas pour les braquages de Savoie, non. Pour un hold-up commis quelques années plus tôt en Allemagne. Interpellé en Italie, il est extradé outre-Rhin, où il reste quelques mois à la prison de Wuppertal. Mais à la fin de l'année 91, il bénéficie d'un non-lieu. À la suite de ce non-lieu en Allemagne, les autorités françaises l'ont réclamé et été extradé en France. En France, il doit répondre de 12 braquages, mais il nie tout en bloc. L'instruction dure. Au bout de 2 ans, en juin 93, il est libéré, placé sous contrôle judiciaire en attente de son procès qui doit avoir lieu 6 mois plus tard. À l'époque, je me souviens que c'était bon. Ça a fait grand bruit parmi les enquêteurs quand on a su que Joseph Messina était libéré. Dominique, Messina, quand il tue Magali et Thierry, il est sous contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'il vient d'être libéré. Pourquoi ? Il a un casier judiciaire qui plaide en sa faveur, parce qu'il n'est pas très chargé. Il a une condamnation pour un port d'armes, il a une condamnation pour un coup de poing qu'il a donné à un gitan dans une bagarre, 1 mois de prison, et il a une condamnation plus importante, 2 ans de prison pour un vol d'armes au greffe décelé du tribunal de grande instance de Bonneville. Et au moment où on parle, en juin 93, il a terminé sa peine pour le vol d'armes au greffe du tribunal. Mais il est quand même en préventive pour d'autres affaires, notamment pour ces fameux 12 braquages qui ont été commis par les Italiens de Chambéry, qu'on appelle le gang des Italo-Chambériens, auquel il est supposé appartenir. En fait, il y a un indique qui les a tous balancés. Et cet indique, il va se rétracter un peu plus chaque jour, si bien que le juge à la fin dit « c'est terminé », il délivre un non-lieu général pour tout le monde. Sauf pour une affaire de braquage d'un camion de cigarettes avec un préjudice énorme, 1,8 million de francs de l'époque, c'est-à-dire 250 000 €. Et là encore, les complices supposés de Messina vont faire des pourvoirs non plus finir, ce qui fait que Messina, lui, il reste en prison en préventive en attendant. Et que la préventive, comme son nom l'indique, ça doit durer un certain délai et pas plus. Et l'avocat de Messina va faire une demande de mise en liberté que le juge va accepter, c'est logique. Donc on est au mois de juin 1993, le juge décide de laisser sortir Messina en liberté provisoire, assorti d'un contrôle judiciaire évidemment. Il présente toutes les garanties, il a un travail, il a un domicile chez sa femme Magali, et donc il va pouvoir sortir et retrouver son épouse et sa petite fille Victoria. Quand Magali a rencontré Joseph Messina, elle avait 17 ans, lui 21. Ils ont eu un coup de foudre. Au départ, Magali Ferrand et Joseph Messina, c'est une histoire d'amour, une folle histoire d'amour. Une histoire d'amour que la mère de Magali ne voit pas d'un très bon œil. Elle élève seule sa fille et elle n'aime pas du tout le genre de ce Messina. Elle lui interdit de le fréquenter. Sans succès. Magali l'a dans la peau, elle ne peut pas se passer de lui. Magali va, le jour de ses 18 ans, prendre la décision d'aller vivre avec Joseph Messina. Contre l'avis, bien sûr, de sa propre mère. Le couple s'installe à Chambéry, dans un petit appartement. Leur fille Victoria naît 2 ans plus tard. Magali trouve du travail dans une compagnie d'assurance. Mais la vie avec Joseph Messina devient vite étouffante. Il est jaloux, maladivement jaloux, et interdit à sa femme de voir des copains. Il la veut pour lui tout seul. Magali est confinée à la maison. Lui va travailler plus ou moins, a des activités plus ou moins licites qu'il n'avoue pas en totalité à Magali. Il disparaissait des jours, il revenait, il ne posait pas de questions.
Quand Messina est arrêté en 90, Magali tombe des nues. Mais elle ne coupe pas les ponts avec son compagnon. Elle lui écrit, lui envoie de l'argent. Il lui promet que cela ne durera pas. Mais le temps passe et Messina est très loin de Chambéry. Elle a envie, c'est vrai, d'arrêter d'être recluse et d'être un peu comme la femme du marin qui attendrait, entre guillemets, le retour espéré. C'est une jeune femme qui a moins d'une trentaine d'années, qui a envie de goûter peut-être au plaisir de la vie, et qui va à son tour commencer à fréquenter les boîtes de nuit. Magali se fait des amis. La petite bande sort régulièrement faire la fête. La jeune femme se méfie quand même. Elle évite les boîtes de nuit de Chambéry. Elle ne veut surtout pas croiser un copain de Messina ou quelqu'un de sa famille. Elle sait très bien qu'il n'apprécierait pas du tout sa nouvelle vie. Et elle a l'impression qu'il la fait surveiller. Il lui met la pression indirectement, puisque la famille Messina, alors sous le biais de l'aide, est relativement présente. Les frères de Joseph ou la mère vont venir rendre visite de temps en temps, d'une manière inopinée, à Magali pour s'assurer, elle est là, elle est toute seule, tout va bien, quoi. Quand Messina est extradé vers la France, la pression se fait plus forte. Il est maintenant à la prison de Vars, à moins de 100 km de Chambéry. Il exige que Magali vienne le voir au parloir tous les 15 jours. Elle n'ose pas refuser, elle n'est plus amoureuse de lui, mais elle a peur. Messina n'est plus seulement jaloux, il est menaçant et violent. Une fois, lors d'une visite en maison d'arrêt, elle avait oublié de lui apporter du linge propre. Messina va se mettre dans une fureur, il va la frapper, il va même y avoir une interdiction de parloir pendant plusieurs mois. Magali respire, et puis elle vient tout juste de rencontrer Thierry, tout le contraire de Messina. Avec lui, elle a des projets, changer de vie, partir s'installer à Lyon. Elle a même fait une demande de mutation. Alors quand les parloirs sont de nouveau autorisés, elle prend son courage à deux mains et va voir Messina. Ils arrivent à se parler et Magali lui fait part de sa volonté de se séparer de lui. Bon, manifestement, Joseph Messina accepte cette décision. Et Messina lui demande un dernier service, tout miel. Pour sortir de maison d'arrêt, il a besoin d'une promesse d'embauche et d'un certificat d'hébergement. Donc il va donner toutes les garanties possibles à Magali en disant je vais m'acheter une conduite et puis tout va bien se passer entre nous. J'ai compris que tu voulais te séparer de moi, mais tu m'héberges le temps que je me retourne, que je trouve un appartement. De toute façon, c'est qu'une question de jour et elle va le croire. Elle a tort. Dès sa sortie de prison, Messina tombe le masque. Il l'insulte, il la harcèle tous les jours. Il sent que Magali a quelqu'un d'autre dans sa vie. Un soir, il lui fait vivre l'enfer. Cette fois, il sort un cran d'arrêt et lui met sous la gorge. Terrorisée, Magali finit par tout lui avouer. Oui, elle est amoureuse. Sous la contrainte, elle donne le nom de Thierry et même son adresse. Le lendemain, elle profite de l'absence de Messina pour appeler la police. Elle était très très effrayée, elle avait énormément peur, aussi bien pour elle que pour sa fille. L'inspecteur lui propose de venir au commissariat déposer plainte, mais Magali a trop peur pour sortir seule. Elle s'était réfugiée chez une voisine, donc je suis allé récupérer cette personne avec un collègue et je l'ai ramenée donc au service de telle façon à la soustraire des agissements de son ex-concubin. Au commissariat, Magali raconte sa nuit de cauchemar. Il l'avait menacé avec un couteau, il lui avait imposé donc un rapport sexuel alors qu'elle n'en voulait absolument pas. Il l'avait menacé à plusieurs reprises de lui faire la peau, de la tuer, et puis de tuer également leur fille. Magali dépose plainte contre Messina pour violence et elle quitte le commissariat, pas vraiment rassurée. Elle avait peur, mais elle pensait savoir comment faire pour se sauver de ça.
Je lui ai dit, bon, par contre, s'il y a quoi que ce soit, vous avez mon numéro de téléphone, vous me téléphonez. Elle ne m'a jamais rappelé. Le lendemain, les policiers de Chambéry se rendent à l'appartement de Magali. Ils souhaitent interroger Messina. L'homme est quand même en liberté provisoire et il est soupçonné de braquage. Mais il n'est pas là. Les policiers le convoquent. Et quelques jours plus tard... Ils se rendent à la convocation, bien sûr. Puis il dit, moi, j'ai rien à me reprocher. Joseph Messina explique qu'il est tout à fait d'accord pour se séparer de Magali. Mais le problème, c'est qu'elle veut lui enlever sa fille. C'est pour cela qu'il s'est énervé. Il lui a un peu mis la pression, c'est vrai. Il avoue quelques gifles, mais il ne l'a jamais menacé avec un couteau. Dans toutes les séparations, il y a toujours des mots, il y a toujours des violences. Donc là, c'était un petit peu le cas. Il reconnaît en partie les faits, donc il les minimise. Mais il reconnaît quand même une partie des faits. L'inspecteur de police prévient le procureur de la République, c'est la procédure habituelle. Le magistrat décide de laisser Joseph Messina en liberté. Il n'y avait pas de cause particulière de procéder à une incarcération de l'individu. C'est difficile, ce sont que des paroles, aussi bien d'un côté que de l'autre. Les policiers ont entendu Messina et le procureur pense qu'il va se tenir à carreau. Magali, elle, se réfugie au Val où elle se croit en sécurité. Tout le monde se trompe. Quelques jours après le départ de Magali, Messina se rend chez une de ses voisines. Il lui demande calmement si elle sait où est sa femme et la petite. Il dit qu'il n'a plus rien à faire avec elle. Non, ce qu'il veut, c'est revoir sa fille. La voisine répond qu'elle ne sait rien. Messina repart. Mais le lendemain, il repasse et insiste, sans succès. Les proches de Magali Ferrand, Thierry Garbolino compris, Joseph Messina est venu les voir pour essayer de leur soutirer des informations. Alors d'une manière au départ gentillette et puis après d'une manière un peu plus musclée en mettant un peu plus la pression. Messina revient à la charge plusieurs fois. Il se rend aussi chez la mère de Magali. Il est très menaçant. Il la prévient. Si elle ne lui répond pas, il y aura des conséquences. Il va commettre l'irréparable. Les proches de Magali la préviennent. Au Val, la jeune femme est de nouveau rongée par la peur. Elle s'inquiète aussi pour son amoureux. Elle lui dit de faire très attention. Thierry Garbolino avait plusieurs fois regardé par la fenêtre, était méfiant lorsqu'il sortait de sa montée. Un jour, dans son appartement de la mode Servolex, on avait frappé à la porte. Il avait refusé d'ouvrir. Quelques jours plus tard, alors que Thierry allait partir au travail, il a remarqué deux hommes dans un étrange manège. Ça l'a beaucoup inquiété. Il a regardé, ils étaient en bas, auprès de sa voiture, en bas sur le parking de l'immeuble. Et son collègue de travail m'a dit, Thierry est arrivé, il était livide, il était vert. On a essayé de lui demander, il dit, oh, j'ai des soucis, voilà. Fin août, alors qu'une des voisines se rend chez Magali à Chambéry pour organiser son déménagement, elle découvre l'appartement entièrement dévasté. Les vêtements sont déchiquetés, le canapé, le matelas éventré. Les meubles, les livres, les bibelots, tout a été consciencieusement détruit. Tout, sauf la chambre de Victoria. La voisine appelle tout de suite Magali. Pour elle, il n'y a aucun doute, ce saccage est signé Messina. Maintenant, Magali panique. Elle se confie à un voisin, elle ne sait plus quoi faire pour échapper à son ex. Il avait l'air de la considérer comme sa propriété. Magali était convaincue que de toute façon, s'il la retrouvait, il se vengerait, ou il la punirait. C'était le mot qu'elle avait employé, punition. Elle avait parlé de punition. Et elle avait dit que la punition, ce serait carrément une exécution. Le voisin lui conseille d'aller voir les gendarmes de Brignoles, mais Magali préfère rester prudente. Magali ne va pas à Brignoles, elle va à Draguignan, au commissariat de police de Draguignan. Elle s'éloigne parce qu'elle reste certainement convaincue qu'en allant un peu plus loin, elle n'éveillerait pas les soupçons. Magali explique qu'elle est en danger de mort. Le policier la prend très au sérieux. Il lui conseille de déposer plainte immédiatement. Mais ici, ce n'est pas possible. Elle habite le Val, c'est la gendarmerie de Brignoles qui doit prendre sa plainte. Mais Magali refuse d'y aller. Elle voulait juste parler, se soulager de son angoisse. En fait, elle a une peur panique de déposer plainte.
Elle n'a pas osé parce qu'elle était convaincue qu'en déposant plainte, elle signalerait son lieu de résidence et que par là même, Messina découvrirait cette adresse. Magali tente alors autre chose. Elle écrit au juge des enfants à Chambéry. Elle écrit aussi au procureur plusieurs fois. Elle veut attirer leur attention, leur dire que Messina est dangereux. Le dernier courrier date du 1er septembre. 10 jours plus tard, Magali et Thierry étaient morts. Serge Ravier, vous êtes à l'époque substitut du procureur à Chambéry. Magali avait tenté d'alerter de la dangerosité de Messina. Elle avait fait des courriers, elle avait porté plainte. Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté à ce moment-là? On aurait peut-être dû plus écouter la grand-mère et la mère, mais rien dans les éléments juridiques qu'on avait pouvait laisser penser qu'il deviendrait aussi violent, aussi expéditif, qu'il arriverait à ses extrémités. Magali parle quand même d'un couteau. Il le nie. Mais qui faut-il croire? La femme ou celui qui a déjà un casier judiciaire, qui est déjà poursuivi Si vous voulez, dans ces affaires de violence conjugale qui sont très préoccupantes pour la justice, on entend les deux personnes. La violence est bien sûr réprimée. Dans le cas présent, les policiers entendent Magali pour voie de fait, dans le cas d'une dépose de plainte pour voie de fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coup. La présence d'une arme est inquiétante, d'un couteau c'est très inquiétant, mais il n'en a pas fait usage, elle n'a aucune trace de coup. Mais quand même, il a été condamné, notamment pour violence, il a encore une instruction pour un braquage de camion, il y a sa compagne qui porte plainte pour violence, il disparaît du contrôle judiciaire. Dès le début août, quand ça va plus loin, et quand il ne respecte plus le contrôle judiciaire, on l'inscrit et il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Mais il n'est pas recherché, bien entendu, comme quelqu'un de potentiellement dangereux. À l'époque, personne ne le sait, mais comme quelqu'un qui a un différend familial. Mais sur les faits tels que c'est présenté, on ne pouvait pas imaginer la violence qui va suivre. En France, à l'étranger, Messina est introuvable. Un mois passe, avant que les gendarmes ne découvrent un premier élément, la voiture de Thierry Carbonino. La Ford est au pont de Bonvoisin, à une trentaine de kilomètres de Chambéry. C'est là qu'on la retrouve, 37 jours après le double meurtre, garée sur le parking de la Poste. Les portes sont verrouillées. Est-ce que cette voiture est toujours utilisée par Joseph Messina et à ce moment-là, il ne faut pas y toucher et mettre en place une surveillance? Ou est-ce que c'est un véhicule qui a été posé là depuis plusieurs jours et qui n'est plus du tout utilisé? Les gendarmes interrogent les commerçants. On va apprendre que cette voiture-là est là depuis plus d'une quinzaine de jours et qu'elle ne bouge pas du tout, quoi. Apparemment, Messina a abandonné la voiture ici, peu de temps après le double meurtre. Les gendarmes la fouillent, aucun indice, aucune piste. Messina reste insaisissable. Est-ce qu'il a les moyens d'être en cavale? Parce que une cavale, il faut quand même de l'argent. Donc, manifestement, en sortant de prison, on n'en a pas forcément. Quel soutien logistique il a, ça on ne sait pas. Donc on va essayer de découvrir tout ça. Depuis un mois, les gendarmes ont placé tout l'entourage de Messina sur écoute. Sa famille, ses amis, ses connaissances dans le milieu. Et là, malheureusement, on fait chou blanc quasiment tout le monde, quoi. En revanche, des appels téléphoniques, les gendarmes en reçoivent beaucoup. On leur signale des Messina tous les jours. Le feuilleton de sa cavale passionne la presse locale, alors le public se déchaîne. Dans la région, les gens voient Joseph Messina partout. Chaque fois, les gendarmes vérifient, cela ne donne rien. Quand, un mois après le meurtre, les policiers de Chambéry sont appelés sur un nouveau braquage. Une banque vient d'être cambriolée en plein centre-ville. Ils entendent les employés. Le hold-up a été commis par un homme seul. Il rentre dans la banque avec une arme de poing qui est un pistolet 11-43, donc une grosse arme. Il menace tout le monde. Il est à visage découvert et ostensiblement, il ne cherche pas à se cacher. La scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Le braqueur, c'est Joseph Messina. Il s'est coupé les cheveux, il porte une moustache, mais il est parfaitement reconnaissable. Les employés racontent qu'il est arrivé vers 8h30
juste après l'ouverture, un casque de moto à la main. Il a aussitôt dégainé son revolver en disant « Je suis recherché par la police, je n'ai plus rien à perdre, personne ne bouge ou je tire ». Messina a demandé la caisse en brandissant son arme. Les employés se sont exécutés, il a mis l'argent dans un sac et il est parti. Le braquage a duré moins de 5 minutes et Messina a eu le nez creux. Ce jour-là, il y avait 186 000 francs dans la caisse de l'agence. A-t-il eu de la chance? A-t-il été renseigné? C'était très rare qu'il y ait une somme aussi importante en dépôt, sauf sur commande. Mais très habituellement, il n'y a pas autant d'argent dans une agence bancaire qui est de moindre importance. À Chambéry, c'est la stupéfaction. Il veut faire voir qu'il n'a pas peur et qu'il est, il est là dans le coin. Voilà, quoi. C'est presque par fanfaronnade qu'il intervient en disant « Vous voyez, je suis toujours là, et même si vous me recherchez, parce qu'il savait très bien qu'il était recherché, j'arrive encore à vous berner. » Il y a un peu un sentiment d'échec en se disant « Mince, nous on le recherche déjà depuis un mois et on n'est pas capable de lui avoir la main dessus alors qu'il vient presque nous défier ici, quoi. » Et ce n'est pas fini. 2 mois après le hold-up de Chambéry, le 15 décembre, Messina fait de nouveau parler de lui. Dans la matinée, un étrange courrier parvient à l'agence du Dauphiné libéré de Chambéry. C'est une très longue lettre, 80 pages, soigneusement numérotée. Elle commence par « Je suis bien Joseph Messina, actuellement en cavale ». L'auteur a pris soin d'y imprimer ses empreintes digitales. Au départ, on croyait un canular. On a fait vérifier et ces empreintes ont été confirmées comme étant les siennes. Donc il voulait absolument s'assurer qu'on comprenne bien que c'était lui. C'est bien Joseph Messina qui a envoyé cette longue lettre au journal. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Pourquoi il nous envoie ça? C'est de la provocation? Est-ce qu'il veut qu'on publie pour que, justement, pour expliquer, pour qu'il donne sa version des faits? Il ne faisait pas de doute qu'en fait, il voulait être publié. Mais à la rédaction du Dauphiné libéré, les journalistes hésitent. Faut-il offrir cette satisfaction à Joseph Messina? En même temps, cela pourrait peut-être servir l'enquête. Très vite, ils apprennent que le fuyard a envoyé le même courrier au procureur de la République. Et puis cette lettre, c'est une confession. Dès la première page, Messina est très clair. Il veut expliquer ce qui l'a poussé à tuer. Si ça avait été simplement un document pour se défendre ou pour dire « j'ai rien fait », etc., je ne pense pas qu'on l'aurait publié. En fait, ce qui nous a déterminés, c'est qu'il y avait des aveux. Le lendemain matin, les confessions de Joseph Messina s'étalent à la une du journal. On a choisi les passages des aveux parce que c'était, j'allais dire, entre guillemets, du factuel. On les a choisis en évitant tout ce qui était dur pour les familles des victimes auxquelles on pensait sans arrêt. Donc on les a bien déterminés pour que ce soit quelque chose qui ne soit pas mal vécu. Pendant 3 jours, le journal publie des extraits de la très longue lettre de Joseph Messina. Il n'y livre pas seulement sa version des faits, c'est toute sa vie qu'il raconte depuis sa rencontre avec Magali. Une vie romancée. Dominique, cette lettre, c'est une sacrée confession. Oui, c'est impressionnant parce qu'il écrit très bien, il y a très peu de fautes d'orthographe. Dans les 80 pages, il n'y a pas une seule rature. C'est une confession et c'est aussi une longue plainte de Messina qui justifie ses actes graves et qui explique. Alors, il raconte sa vie avec Magali au début, une très belle histoire d'amour. C'est le fil rouge de l'histoire, toujours. L'amour avec Magali et puis la naissance de leur fille, Victoria. Et il raconte donc que lui, il était l'homme qui gagnait l'argent. Qu'elle en dépensait quand même pas mal. On le sent qui toujours se plaint, qui se justifie. Il est au centre du récit. Il se présente comme une victime. Il se présente comme une victime. Il écrit, à l'époque où il n'est pas encore en prison, « Elle me délaissait ». Donc comme elle me délaissait, moi j'allais voir des femmes. Il explique qu'il ne peut pas faire autrement que vivre, que la tromper, parce qu'elle le délaisse, elle ne s'occupe pas de lui.
Il y a l'arrestation ensuite. Il est arrêté en Italie, il est en prison. Il va aller en prison ensuite en Allemagne, en prison en France. Magali vient le voir au parloir. C'est une femme de prisonnier. Elle vient le voir. Mais là encore, Messina se plaint parce qu'elle ne vient pas assez souvent. Et puis un jour, arrive le soupçon. Il la voit arriver en prison et il écrit « Elle est habillée comme une salope ». On sent la rage dans ses pages. Il fait du sport dans sa cellule. Il écrit « Même le sport ne me faisait pas oublier tout ça ». Il est persuadé qu'elle a des amants, qu'elle le trompe. Un jour, elle ne vient pas au parloir. Les prisonniers appellent ça un parloir fantôme. C'est terrible parce qu'on est là, on attend avec tous les autres et le visiteur ne vient pas. Et là, le visiteur, c'est pas n'importe qui, c'est sa propre femme. Imaginez le regard des prisonniers sur Messina le soir. Et un jour, bon, quand il sort de prison, il ne prévient pas Magali et il se présente comme ça dans l'appartement. Il dit c'était mal rangé, c'était sale. Et il va faire son enquête dans le quartier. Et des gens lui auraient dit, en tout cas il l'écrit, que Magali sortait le soir et qu'elle laissait la petite toute seule. Et il découvre l'existence de Thierry. Et comment prend-il la décision de les tuer? Il est persuadé que Thierry et Magali veulent vivre leur histoire d'amour maintenant, que comme lui les dérange, ils vont tout faire pour le faire retourner en prison. Qu'ils sont en train de manigancer quelque chose dans son dos. Il est encore une victime. Et il raconte précisément comment il s'y est pris? Il y a des détails dans les 10 dernières pages qui sont épouvantables. Et il dit « J'ai fait ce que je devais faire. C'est tout. » Et il n'a pas de mots pour sa fille? Si. Il en parle juste à la fin de sa lettre. Il dit « Magali était une ordure. Thierry était son complice. À cause d'eux, ma fille ne voudra plus jamais me voir. » Sur les faits, Messina raconte qu'il a attendu que Thierry sorte de son bureau plus de 2 heures. Quand il l'a vu s'approcher de sa voiture, il s'est avancé et il a dit « Tu es bien Thierry Garbolino? Alors tu dois savoir pourquoi je suis là. » Le jeune homme a tout de suite répondu « Si c'est Magali que tu cherches, je ne la vois plus. » Messina a ouvert son blouson et lui a montré son arme. Il le menace en lui disant « Tu me reconnais, tu sais qui je suis, ne dis rien, sinon je te bute. » Messina lui a ordonné d'ouvrir sa voiture. Mais malheureusement, dans la voiture de Thierry Garbolino, il y a sous la couverture des affaires pour la petite, et notamment son vélo. Il va rentrer dans une rage folle en lui disant « Mais tu me mens, tu me prends pour qui ? Parce qu'en réalité, tu sais très bien où elles sont, puisque tu as leurs affaires et que tu vas aller les rejoindre. » Messina a fait monter Thierry dans la voiture et ils ont roulé 10 km. Thierry ne disait rien. Messina raconte qu'il était comme un automate. Messina s'est arrêté dans une ancienne carrière. Il a fait descendre Thierry. Il savait qu'il pouvait faire tout le bruit qu'il voulait dans cette cimenterie désaffectée loin de tout. Il a hurlé « Où sont-elles » Et il va lui mettre une grande gifle pour le faire parler. Thierry Garbolino va tomber. Il a maintenu Thierry au sol et il lui a passé des menottes. Il a hurlé une nouvelle fois « Où sont-elles » Le jeune homme affolé lui a donné l'adresse. Messina raconte que ça l'a écœuré. Thierry prétendait aimer Magali? À sa place, je me laisserai tuer, mais jamais je ne donnerai ma femme. Après ça, il a voulu en savoir plus. Il a demandé d'autres détails à Thierry. Si l'oncle avait un fusil, comment était son appartement? Puis il l'a relevé. Thierry Garbolino est remis dans la voiture. Joseph Messina reprend le volant et va prendre la direction du col du Granit. Et ils ont roulé encore plusieurs kilomètres. Au bout d'un moment, Messina s'est arrêté au bord d'un sentier. Il a fait descendre Thierry. Il lui a enlevé les menottes. Le jeune homme lui a demandé ce qu'il allait faire. Joseph Messina dit qu'il va l'emmener un peu plus loin pour le laisser, pour être sûr qu'il ne prévienne personne. Messina a dit à Thierry qu'il allait l'attacher quelque part. Pour le rassurer, explique-t-il, et le faire avancer docilement sur le chemin. Après plusieurs minutes, Messina a fait arrêter Thierry. Il lui a tendu une cigarette. « Fume !» lui a-t-il ordonné. Thierry lui a redemandé ce qu'il allait faire. Messina a répondu « Je tuerai Magali demain, et toi tout de suite. » Il a levé son arme. Il a tiré une première fois. Puis il s'est avancé et il l'a achevé.
Messina a été tout aussi cruel avec Magali quand ils ont quitté la maison de son oncle. Il va même pousser le cynisme à lui dire « Non, ne t'inquiète pas, tu seras rentré avant 20 minutes. » Et dans la voiture, à plusieurs reprises, elle lui demande « José, que vas-tu faire ? J'ai tué Thierry et tu vas le rejoindre. » Et il a ajouté qu'il allait lui montrer son cadavre. Il a forcé Magali à s'engager sur un sentier, il l'a poussée brusquement et il a levé son arme. Magali l'a supplié de penser à sa fille. Il a tiré. Et Messina termine sa terrible confession par cette phrase « Chaque jour de liberté que je vous vole est une victoire pour moi. » Monsieur Ravier, des aveux par courrier, c'est une première pour vous, ça? Des aveux aussi complets, aussi longs, 80 pages, lettres bâton, écrits, du début jusqu'à la fin. C'est la première fois que je recevais un tel manuscrit, c'est sûr. Ces aveux, est-ce qu'ils collent avec les éléments recueillis par les enquêteurs, avec les constatations faites sur place? Il n'y a aucune contradiction entre ce qu'il écrit sur les faits, sur le crime. Aucune contradiction avec ce qu'on a trouvé, vu, établi. Entre ce courrier qui a été posté de Lyon et le braquage commis à Chambéry, Messina, manifestement, n'est pas loin. Il vous nargue. Il le fait parce qu'il a besoin d'argent. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il est sorti de prison avec un pécule, mais il commence à s'épuiser. Et il trouve ce moyen qui est pratique de venir commettre un braquage à Chambéry. C'est vrai qu'il y a un côté provocateur. Il vient commettre ce braquage seul, avec l'arme du crime, le même 1143, à moto, et pas très loin d'une gendarmerie mobile. C'est provocateur, ça correspond à sa personnalité, mais c'est pas pour narguer. La raison essentielle, c'est pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là pour le retrouver? Vous activez vos indices, vous faites des opérations coup de poing dans le milieu, qu'est-ce que vous faites? Effectivement, tous les policiers qui ont eu à cœur, et les gendarmes à cœur d'arrêter Messina, doivent activer tous les moyens légaux, bien sûr, pour essayer de retrouver Messina. Et effectivement, comme Messina était connu et fréquentait beaucoup de boîtes de nuit, il y a eu des actions policières dans les boîtes de nuit partout pour essayer, ce qu'on appelle mettre le coup de pied dans la fourmilière, pour essayer de voir si Messina est toujours en Savoie et s'il peut être arrêté. Et c'est finalement à 450 km de Chambéry, à Paris, que l'enquête rebondit 4 mois après le double meurtre. 26 janvier 1994. Ce matin-là, des inspecteurs de la brigade de répression du proxénétisme perquisitionnent un petit 2 pièces dans le 5e arrondissement. Ils viennent d'arrêter son propriétaire, un souteneur, la procédure habituelle. Et là, grosse surprise, à l'intérieur du tambour de la machine à laver le linge, une sacoche dans laquelle se trouve un Colt 45, il y avait plusieurs chargeurs, il y avait des boîtes de munitions, des holsters. Il y a aussi des gants, du ruban adhésif, une cagoule. On passe franchement du proxénète au braqueur. Pour nous, arme à feu, produit pour se grimer, on est sur quelqu'un qui commet des braquages et il convient d'identifier qui fait ces braquages. Le souteneur leur dit qu'il n'est au courant de rien. Il loue cet appartement à un homme qu'il n'a jamais vu, il est passé par un intermédiaire. Les policiers veulent quand même vérifier. Là, grosse enquête de voisinage autour, dans le bâtiment, pour essayer de savoir qui vit dans ce studio. Et là, la description qui nous est donnée, visiblement, ce n'est pas notre souteneur. Et on met en place un dispositif, donc, pour essayer d'avoir l'occupant qui est là au quotidien. Des inspecteurs surveillent l'immeuble et dans la soirée, ils appellent la brigade. À 21h30, ils nous passent un message radio en nous disant « Bon, c'est fait, c'est serré. Très bien. Il y a un petit blanc. » Et ils ajoutent « C'est super positif ». Les inspecteurs racontent qu'ils sont tombés sur le gars dès son arrivée. Ils le neutralisent sitôt qu'il rentre dans les lieux. Et celui-ci, alors qu'il est au sol, leur déclare motu proprio qu'il a tué 2 personnes et qu'il est recherché. Ce locataire, c'est Joseph Messina,
et il salue les policiers d'un « Bravo les gars, vous allez prendre du galon ». On l'emmène à la brigade où il répète à des policiers éberlués qu'il a tué 2 personnes et braqué une banque en Savoie. Il nous lâche tout, qui il est, ce qu'il a fait, les braquages. Il n'essaye pas de glorifier les choses, simplement. Il énonce en gros ce qu'il a fait, sachant qu'il est recherché. Pour Messina, la cavale est terminée. On a commencé à 15h30 par un Jules au casse-croûte et on a fini... Et on a enchaîné plutôt à 21h30 avec un double meurtrier, voleur à main armée. Maître Bernard Ripert, vous êtes l'avocat de Joseph Messina. Vous le connaissiez bien auparavant, en fait. Vous aviez été son avocat lors des braquages. Oui, je le connaissais avant cette malheureuse affaire, puisqu'il m'avait désigné dans le cadre des différents voleurs avec armes, dans le cadre desquels il était mis en examen. Mais il avait été remis en liberté provisoire et je n'avais plus de contact avec lui quand tout cela est arrivé. Cette fois, c'est plus le même homme. Il s'agit quand même d'assassinat. Qu'est-ce qu'il vous dit sur les faits? Si vous voulez, moi, je crois que c'est toujours le même homme. Messina était un voyou, un beau mec, comme on disait à l'époque, un grand voyou qui avait ses règles, qui avait sa moralité à lui. Et la prison elle-même avait contribué à faire de lui ce qu'il était. Et je pense que ce qu'il a fait, il l'a fait dans la continuité de son personnage, de son idéologie, de ses attitudes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans ce milieu-là, et à l'époque, il y avait des valeurs qui étaient les leurs et qui devaient être partagées par leur entourage. Les voyous, les vrais, n'acceptent pas d'être abandonnés, trahis par leurs amis, par leur famille. Non, ils n'acceptent pas non plus, mais par leurs compagnes, ils ne peuvent pas le supporter. Messina, c'est très clair, s'est senti à la fois trahi et abandonné par sa compagne quand il était en détention. C'était chez lui une grande douleur. Comment abordez-vous le dossier? Comme un crime d'honneur, comme un crime passionnel, comme un crime machiste? Oui, vous avez employé 3 qualificatifs, honneur, passionnel et machiste. Il y avait de tout cela dans ce comportement et même beaucoup d'autres choses. Il avait une souffrance telle face à cette situation, face à ce qu'il ressentait comme un abandon et une trahison, qu'il ne pouvait pas vivre avec. Et que pour lui, la seule manière d'y mettre un terme, c'était de passer à l'action. Il l'a fait après avoir beaucoup réfléchi et en toute connaissance de cause. Donc, pour ma part, je n'avais pas d'autre choix que de suivre la voie qu'il avait lui-même tracée, qui était celle de l'explication des comportements humains, même extrêmes. Que risque Messina? Non, attendez, je pense qu'on ne peut même pas dire que risque-t-il. Que va-t-il avoir? Il le savait, et il savait très bien qu'il aurait le maximum. Mais il avait pris sa décision de passer à l'action et de commettre ce qu'il a commis, sachant qu'il serait un jour retrouvé, un jour arrêté, un jour condamné. Ça, il le savait. Si vous voulez, la peine n'était pas un enjeu. Le 10 octobre 1995, le procès de Joseph Messina s'ouvre devant la cour d'assises de Chambéry. Le public est venu en nombre, curieux de voir à quoi ressemble ce double meurtrier qui a nargué la police pendant 5 mois. Il ne va pas être déçu. D'emblée, Messina donne le ton. Il refuse de répondre aux questions du président. Il exige de faire d'abord une lecture de sa confession. Le président refuse tout net. « Dommage, dit Messina. J'aurais voulu que les gens que j'estime connaissent mes raisons. » Il est très narcissique, il n'y a que lui qui l'intéresse. On se demande même s'il pense à sa fille le jour où il est jugé par la cour d'assises de la Savoie. Il répond quand il l'entend, de la façon dont il veut, et si l'ordre des questions ne lui plaît pas, eh bien il le fait savoir, et de façon parfois même véhémente. Sans surprise, Joseph Messina revendique son geste. Magali l'a bafoué, humilié. Un homme comme lui ne peut pas accepter ça. Et il a une certaine complaisance à raconter les faits et toujours à se donner un rôle, non pas de justicier difficile devant une cour d'assises, mais en tout cas le rôle de l'homme qui a voulu sauver son honneur.
Et quand vient le moment d'évoquer le meurtre de Thierry, et Joseph Messina va alors s'adresser directement à M. Garbolino en lui disant qu'il a en effet tué Thierry, qu'il ne le regrettait pas, mais qu'il était complaisant vis-à-vis de lui. Il a simplement dit que c'était un bon garçon. Ça veut dire quoi? Vous enlevez la vie à quelqu'un puis vous dites que c'est un bon garçon? M. Garbolino va se retourner en lui disant « Vous m'avez pris mon fils, je vous demande rien, taisez-vous ». mais Messina ne se démonte pas. Devant les jurés, il continue à clamer « Oui, je suis un assassin, mais un assassin propre, en paix avec sa conscience ». L'homme reste fidèle à sa ligne de défense, même quand on lui présente l'arme avec laquelle il a tué ses 2 victimes. L'huissier audiencier va présenter l'arme à Joseph Messina, qui va s'en saisir, qui va la soupeser, qui va la caresser. Et il caressait son arme, ça durait... J'ai dit, faut arrêter là. Et c'est l'avocat général qui lui dira « ça suffit ». Serge Ravier, à ce procès, vous êtes l'avocat général. Comment se comporte Messina? Qu'est-ce qui vous a frappé? À l'audience, 2 ans après les faits, il semble toujours autant remonter. C'est ce qui peut frapper, puisqu'effectivement, au bout d'1 heure, 1 heure et demie d'instruction d'audience par le président Huran, Messina se lève et se met à parler. Il se tourne vers les jurés et, terminant sur la mort de Magali, l'assassinat de Magali, il dit « Je lui ai mis 2 balles dans sa gueule ». Et il se retourne vers les jurés et leur dit « Ça va comme ça ». C'est impressionnant parce que moi, je suis avocat général. Je vais au procès d'assises pour demander la peine que la société doit demander. Il avait fait un réquisitoire terrible et total contre lui-même. Ça donne une drôle d'impression aux jurés, ça, hein? Cette attitude à l'audience, toujours aussi haineuse, revendicatrice, absence totale de remords. Si c'était à refaire, je le referais 10 fois, ce sont ces termes. C'est vrai que c'est rare. Il s'est défendu, je crois, en disant que c'était un crime d'honneur. Qu'est-ce que l'honneur a à voir là-dedans? Crime d'honneur, pour moi, c'est un oxymore, l'alliance de 2 mots que je ne associerai jamais en tant que magistrat, en tant qu'humaniste, parce que quand on tue quelqu'un, c'est jamais un honneur. Comment présentez-vous dans ce procès ces 2 crimes? Dans le cas présent, Messina est devant la cour d'assises pour répondre de 2 assassinats. La préméditation est totale, la volonté criminelle est totale, le mode d'exécution parfait. Il a tué les 2 personnes, 3 balles, 2 dans la tête. C'est pas quand même un crime de violence conjugale, c'est-à-dire le mari violent habituellement qui un soir, parce qu'il a trop frappé, tue sa femme. Même si Messina dit qu'il n'aime plus Magali et qu'il n'y a plus rien entre eux, il y a de la passion dans ce dossier dans la mesure où la haine que Messina a alimentée, nourrie, et qu'il a fait devenir cette boule de haine totale contre elle, il y a de la passion. On ne peut pas appeler ça autrement. Maître Ripert, l'avocat général vient de requérir une peine de perpétuité avec 15 ans de sûreté. C'est à votre tour de plaider. Que dites-vous aux jurés? Oui, vous savez, ce n'est pas une surprise. C'était attendu et nous le savions. Mais dans la continuité du désir de Joseph Messina d'expliquer son geste, d'espérer être compris, j'ai voulu à mon tour exprimer ce qui l'avait déterminé dans sa réaction, ce qui avait guidé son bras vengeur, son bras armé. Et ces sentiments, paradoxalement, étaient des sentiments très humains, des sentiments de souffrance, des sentiments de ressenti d'abandon et de trahison qu'il ne pouvait pas supporter. Joseph Messina, donc, prend perpétuité avec 18 ans de sûreté, c'est-à-dire 3 ans de plus qu'avait demandé l'avocat général. Comment réagit-il face à ce verdict? Le verdict le laisse indifférent. C'est lui qui s'est condamné à perpétuité avec 18 ans de sûreté. Et cela, les juges, les jurés et l'avocat général peuvent ou devraient mal le ressentir. C'est lui qui s'est infligé cette peine. Il s'est infligé cette peine lorsqu'il a commis les faits qu'il commettait. Et en les commettant, il savait qu'il s'infligeait cette peine. Et donc, il l'acceptait. Non, l'attitude de Joseph Messina ne me paraît pas normale.
Mais il ne me paraît pas normal de ne pas s'interroger sur ce qu'il y a à l'origine de cette attitude pour essayer de faire en sorte que ce genre d'attitude ne se reproduise plus. C'est paradoxal, mais je pense qu'il vit mieux en l'ayant fait que s'il ne l'avait pas fait. Ces paroles sont terribles. C'est terrible pour les victimes, quand même. Hein. Ces paroles sont terribles. Je pense qu'elles sont lourdes de conséquences. Mais c'est une réalité. À l'époque, il n'y avait pas d'appel aux assises. Joseph Messina est donc parti pour de longues années en prison. Lui qui disait dans sa lettre de confession qu'il avait peur de vieillir, c'est ce qu'il fait derrière les barreaux.